Ménard qui a mis au point et travaillé sur un appareil de mesure de l'inégalité des membres inférieurs. On a souvent des patients qui nous disent: ah oui, j'ai une bascule du bassin, est-ce que c'est normal, est-ce que voilà, il faut compenser, est-ce qu'il faut beaucoup compenser? En fait, tout est basé d'abord sur le calcul de cette bascule du bassin. Donc, merci Hervé de nous présenter ce travail de façon courte. Non, parce que ça se passera bien. C'est la première fois, comme beaucoup. Donc, on est en petit comité et ça se veut et ça va rester très convivial. Si vous avez des questions, on les posera à toi-même. Écoutez, merci, bonjour. J'ai fait ces travaux effectivement avec le Dr Fraisse à Lyon, le centre de l'ASU. Donc l'inégalité de l'environnement inférieur, on est bien d'accord, c'est la différence entre une jambe droite et la jambe gauche. Il faut savoir tout d'abord qu'au niveau de la croissance osseuse, la croissance se fait de manière théoriquement symétrique. Donc à la base, un individu n'a pas à avoir de jambes plus courtes. Le problème, c'est que quand on regarde les patients, il y a une telle fréquence dans l'inégalité de l'environnement inférieur, de telles causes qu'il faut essayer de trouver la solution. Alors les causes sont nombreuses pour avoir une différence d'inégalité de longueur: le traumatisme, les problèmes vasculaires, les problèmes de croissance, bien évidemment. La mise en évidence de cette inégalité est tellement fréquente que dans la littérature, en deçà de 20 mm, elle est considérée comme acceptable chez le patient usuel, et on commence à dire que ça pose problème chez les sportifs. Parmi les différentes études que nous avons pu retrouver au niveau bibliographique, ce que nous savons, c'est qu'en moyenne, c'est une étude qui a été faite avec d'études par IRM, l'inégalité en moyenne était de 0,6 mm pour une population, et que 95% de cette population présentait une inégalité inférieure à 11 mm, donc moins d'un centimètre. L'inégalité n'est perceptible au niveau d'un examen clinique qu'à partir de 5 mm. Donc ça pose déjà un petit souci, et la marge d'erreur est de 5 à 10 mm. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour avoir une inégalité, pour avoir une mesure fiable? On avait en plus l'étude de Freiberg qui montrait que l'erreur inter-examinateur était de 8,6 mm. Et ça, quand on comparait la clinique et la radiographie. Donc nous avons pris comme point de référence les différentes techniques de radiographie, les différentes techniques d'examen clinique, et nous avons tout ça comparé les uns avec les autres en prenant le cliché gold standard, à savoir une orthoradiographie classique. C'est une mesure segmentaire osseuse. Le problème, c'est que ça soulève les questions des problèmes d'irradiation passive. Donc ce cliché-là a été abandonné au profit du cliché radio de phase de bassin, qui est l'examen de routine que fait ou prescrit généralement le généraliste, et qui permet un diagnostic de l'inégalité de la longueur de l'onde inférieure. Ça permet d'avoir une mesure de la bascule du bassin, puis on a d'autres examens qui sont l'IRM effectivement, mais qui posent un problème de rapport coût-bénéfice. Alors quelles sont les différentes causes de bascule de bassin? On a les inégalités de longueur frais, avec les problèmes constitutionnels, malformations, les causes vasculaires, les causes neurologiques infectieuses et traumatiques. Nous avons pour les causes hautes les scolioses idiopathiques, les scolioses secondaires aussi. On voit bien que là, le patient présente une bascule, mais est dans ce qu'on appelle le cylindre, donc dans sa bouteille d'eau. On va vous expliquer ça tout à l'heure, par rapport à la notion de translation de bassin. L'inégalité positionnelle, voilà ce qui pose problème, voilà ce qui est un vrai souci pour nous, car aujourd'hui il n'y a pas de moyen de mesure. Qu'est-ce que l'inégalité positionnelle? C'est une inégalité de longueur de membre inférieure qui est induite par un mouvement de bassin, ce qu'on appelle la translation de bassin. C'est très simple, je suis face à vous, les épaules, le bassin, les pieds sont dans mon cylindre, je sors du cylindre, je crée une inégalité positionnelle. Cette inégalité positionnelle est décrite dans le MC comme un piège de diagnostic. C'est ce que nous avons essayé de chercher et de comprendre. Alors le principe de la translation de bassin, je viens de vous le montrer. J'avais les épaules, le bassin, les pieds dans un cylindre, je fais cette translation de bassin, je sors de mon cylindre et je me crée une fausse inégalité de membre inférieur. Voici le patient dans une position neutre, voici le patient qui présente une translation de bassin. Bien évidemment majoré, donc on voit qu'il sort de son axe. Alors on s'est amusé à faire ça dans un cliché radio de bassin. Le radiologue était avec nous. Il a suivi le chose suivante, à savoir, il prend le cliché radio de bassin d'un sujet, il compte jusqu'à 10, le sujet fait sa translation de bassin, il reprend un cliché. Il a fait ses mesures, les uns après les autres, et on se retrouve qu'en faisant cette translation de bassin, le cliché de face nous donne une égalité avec une jambe longue sur le premier cliché du côté gauche, alors qu'en faisant la translation de bassin, la jambe est passée sur le côté droit. Il faut savoir que sur un point de vue radiologique,
le radiologue aurait validé les 2 clichés radio. Les méthodes de mesure, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a la méthode Bell-Thompson, qui est la méthode orthoradiographique, avec on met des repères opaques de façon à avoir une mesure segmentaire, et la technique de Ehrhart, qui est cliché de bas, de face, de bassin. Alors le but de l'étude, obtenir une mesure fiable de l'inégalité, essayer de voir si on peut mesurer l'inégalité positionnelle, essayer de voir si nous avons une mesure de la translation de bassin, et puis on va comparer tout ça à l'examen clinique et radiologique. Donc nous avons pris 30 sujets sains de 18 à 50 ans, critères d'exclusion, toute cause connue d'inégalité de longueur, toute cause de bassin oblique, et bien évidemment des pathologies neurologiques pouvant entraîner des instabilités. Quand on compare, on a analysé la radiographie, donc on a comparé le cliché segmentaire, orthoradiographie, et le cliché standard face de bassin. Nous avons fait une mesure clinique en double aveugle avec une mesure en mètres ruban, la mesure de la translation de bassin au niveau à bulle. Nous avons aussi utilisé les plaques baroréceptrices qui sont utilisées en podologie pour voir la répartition du poids du corps. Et nous avons fait ensuite l'analyse en double aveugle avec le Medical Anesthésure, qui est un outil que nous sommes en train de développer. La mesure de translation de bassin, il faut savoir que pour cet outil, il y avait un utilisateur qui était expérimenté et l'autre qui était totalement novice. Donc voici comment se présente l'appareil, c'est tout simple, hein. On met les patients les pieds avec un écartement de 19 cm, tel que décrit dans le protocole radiologique standard. Il y a une tige de métal qui fait notre symétrie de notre corps, un axe qui vient prendre leur paire par rapport au crête iliaque, deux axes qui viennent ensuite prendre une mesure en millimètres, et nous comparons la mesure en millimètres entre l'axe à droite et l'axe à gauche. Alors quand on compare nos résultats, nous obtenons tout d'abord quelque chose d'assez curieux, c'est que l'inégalité moyenne dans l'étude est de 4,4 mm pour la population saine, et que la bascule moyenne du bassin est de 4,9. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre les valeurs d'inégalité et la valeur de la bascule du bassin. Effectivement, quand on compare le cliché orthoradiographique par rapport à un cliché de bassin, eh bien, il n'y avait pas d'accord. On a utilisé pour ça la règle statistique mathématique de la loi de Kappa, qui induit le facteur aléatoire de on a de la chance, on a trouvé la bonne mesure, et qui l'enlève. Donc en fiabilité, il faut savoir que l'indice de Kappa part de 0 et monte jusqu'à 1, et qu'on considère qu'il y a une bonne fiabilité à partir de 0,61. En deçà, c'est considéré comme très peu fiable. Alors l'indice de Kappa pour la comparaison entre cliché orthoradiographique et cliché de bassin, on était à 0,29, ce n'est pas suffisant. Nous avons donc comparé effectivement notre relation avec téléradiographie mètre ruban. Là on est entre 0,26 et 0,1 en fonction de l'examinateur. Pas de corrélation. On a le niveau à bulle 0,2 et 0,245. Pareil, pas de corrélation. Donc quand on prend l'inégalité par rapport à un cliché segmentaire et qu'on le compare à un mètre ruban ou à un niveau à bulle, on se rend compte que la corrélation n'est pas bonne. Nous avons fait la même chose avec le cliché radio de bassin de face, et là, corrélation orthoradiographie cliché de bassin, 0,217 et moins 0,83. Relation avec la téléradiographie et la plaque baroréceptrice, aucun accord. La plaque baroréceptrice ne peut donc absolument pas donner d'inégalité. La fiabilité interjuge, alors on a regardé ce que ça pouvait donner, si entre nous, quand on prenait le même mètre ruban, on avait une mesure, et bien la fiabilité était à 0,21. Pareil, c'est pas fiable. On a eu sur nos patients, on a quand même réussi à inverser sur un certain nombre de nos patients le côté de la mesure. Donc on leur a mis une talonnette du mauvais côté. Niveau à bulle, pareil, 0,136, donc on est bien embêté parce que ça pose quand même quelques problèmes. Alors les biais de l'étude. Tout d'abord, on a une faible population, nous en sommes bien conscients, nous avons 30 sujets. Le prototype que nous avons utilisé reste un prototype, donc il y avait des jeux dans les éléments. C'était une première réalisation. On avait aussi un phénomène qui est la barre dorsale qui sert notre axe. On s'est rendu compte que certains patients, sur la première mesure, étaient spontanés, et sur la deuxième mesure, avaient tendance à prendre appui sur la barre. Donc on a décalé la barre ensuite. Puis on a l'effet d'Eisenbach, qui est inhérente, qui est une erreur inhérente à tout examen clinique. Effectivement, dès que le patient s'est observé, il y a phénomène de compétition et il se redresse. Donc les translations diminuent. Alors, pour poursuivre l'étude, on va inclure plus de patients, effectivement. On va monter à 50 et puis ensuite on va aller jusqu'à 100. On va essayer de comprendre mieux les bascules de bassin visibles à la radio, et puis on va essayer d'améliorer l'appareil. Alors, la conclusion est simple. Le cliché de bassin de face est pris en défaut pour les inégalités vraies. Et pour les inégalités positionnelles. Ce n'est pas un bon examen pour la mesure d'inégalité.
C'est un examen qui a été tout d'abord, qui est extrêmement ancien, qui a été décrit dans les années 1900, qui a été utilisé pour éviter les problèmes d'irradiation passive et qui a été préféré donc au cliché orthoradiographique. L'examen clinique ne peut pas retrouver le côté de la jambe la plus longue. On a l'accord entre les deux examinateurs extrêmement faible, ce qui prouve d'ailleurs que bien souvent, quand on est amené à faire podologie, à mettre des talonnettes à des patients, certains ne les supportent pas, voire on leur déclenche des sciatiques. Ceci est donc sans doute dû à cela. Les plaques baroréceptrices ne sont pas corrélées par rapport aux inégalités, donc la plaque baroréceptrice n'est là que pour donner l'empreinte des pieds, mais n'est pas un vecteur suffisant pour donner des examens de posture. Le médical analyse posture, pareil, on a été super déçus, parce que pareil, on n'a pas un bon indice de corrélation. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'on était parti sur l'objectif de mesurer l'inégalité positionnelle, et nous nous sommes rendus compte que nous étions capables de mesurer de façon précise la translation de bassin, et que c'est ça que finalement mesure notre appareil, c'est la translation de bassin. Quand on compare entre les deux examinateurs, notre indice de kappa est à 0,721. Donc, à l'avenir, on va essayer d'obtenir un diagnostic reproductif du défaut postural et permettre ainsi d'expliquer les problèmes de douleur musculaire et les problèmes qui peuvent, en l'absence de troubles vasculaires. Effectivement, je pense que beaucoup d'angiologues, ce que vous aviez cité tout à l'heure, sont confrontés à des patients qui présentent des douleurs musculaires sans avoir de problème vasculaire. Alors nous savons que les examens de posture induisent des réflexes tendineux, induisent des contractions musculaires qui sont là, qui sont régies par le cervelet, qui peuvent être associées à des douleurs, qui peuvent déclencher des douleurs. Notre objectif, effectivement, c'est d'essayer de mettre en place un appareil de posture qui soit fiable et reproductible, standardisé. Et pour ça, on prend tout d'abord l'exemple effectivement d'une étude qui a été menée par le kiné de l'équipe de France de rugby sur les problèmes de périostite tibiale. Il a montré que ce n'était pas les problèmes d'ondes de choc qui créaient les douleurs, mais la piste qu'il aborde sont un problème d'hypersollicitation du solaire chez les patients. Solaire qui intervient dans la pompe du mollet. Je pense que vous êtes directement concerné. Il n'existe vraisemblablement pas d'inégalité sans cause pathogène, donc de grandes inégalités. Le traitement par talonnette, effectivement, ne semble plus vraiment approprié. Pourquoi ? Premièrement, on n'est pas du tout sûr et pas du tout certain donc, de notre fiabilité en termes de mesure. Il vaut parfois beaucoup mieux utiliser le système de talonnette en aveugle pour voir comment le patient sent que de venir mettre directement une correction uniquement sur la foi du cliché radio. Et puis la littérature, de toute façon, elle-même a bien du mal à savoir quelle hauteur il faut définir pour prendre en charge les patients. Alors, ce qu'on souhaite aussi, c'est permettre d'éviter la réalisation d'un cliché radiologique. Ça permettrait par exemple de respecter la directive 97-43 de la Communauté européenne sur les problèmes d'irradiation passive, et puis enfin respecter la loi de balance bénéfice-risque édictée par le Sénat. Et nous l'espérons, on espère que nous allons pouvoir avoir un outil fiable pour trouver les inégalités positionnelles sans radiologie. Ce serait bien. Je remercie le Dr Fraisse pour ses précieux conseils et son savoir, le centre des MSU et son service de radiologie pour leur aide et leur gentillesse, la Fabrice j'aime bien évidemment, et puis enfin la bonne longueur des jambes, c'est quand les pieds touchent par terre, c'est ce que les écologistes. Je vous remercie.